Quand tu t'y es pris pour écrire? Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'en va creuser un trou. On s'en va creuser un trou. Donc tu creuses ton trou. Ben là, je creuse un trou. Je sais pas si c'est mon trou. On peut dire qu'on creuse notre trou, tiens. D'accord. À qui le trou? Donc nécessairement, on a besoin d'une carte. On a besoin d'un atlas. Une carte et un atlas, c'est pas la même chose. Une carte et une boussole. Un atlas routier, ça aurait été un peu ridicule, mais ça c'est un atlas routier de luxe. Fait que, avec le luxe, on est correct. Et là, nous, on s'en va vers le nord, fait que c'est pas compliqué. Donc on se dit, on va vers le nord, puis on n'a même pas besoin de la carte. Mais on va la trimballer quand même. Puis, ouais, la pelle, c'est pour se défendre. Contre un ours, t'as une chance avec une pelle. Ben, juste une pelle, non, mais c'est une question d'attitude, en fait. Si t'as la bonne attitude, t'es correct. Si t'es optimiste, t'es correct, dans le fond. Tant que... Tant que l'ours, c'est pas optimiste lui Ouais, aussi. tant que t'envoies ton optimisme à l'univers, l'univers va te le rendre sous la forme d'un ours qui va pas t'arracher la tête. Puis si l'ours est optimiste. Si l'ours est optimiste, elle a été faite. C'est un roman qui parle du lobbyisme, qui se sert de l'industrie minière comme un exemple pour illustrer toute l'horreur du lobbyisme, finalement, la perversion de la démocratie, les conséquences sur la communauté, la façon que ça peut désintégrer une communauté. Puis on a essentiellement un personnage qui est un lobbyiste, mais un lobbyiste un peu dans un futur rapproché, un peu différent. Il doit s'en aller dans un village qui s'appelle Saint-Jude-le-Vaillant, village fictif qui n'existe pas, j'espère, et doit retrouver un prospecteur. Le prospecteur aurait peut-être trouvé quelque chose dans le sol. Ça voudrait dire qu'on viendrait réouvrir la mine qu'il y a déjà eu à Saint-Jude-le-Vaillant puis qui a laissé des cicatrices. Alors notre personnage, Carl, le lobbyiste, doit arriver dans le village et gagner la confiance, vendre le projet, faire signer le maire, lui faire signer le contrat pour céder tous les droits, avoir le consentement finalement des gens, et il a 3 jours pour faire tout ça. Mais quand il arrive au village, il réalise que le village est un peu différent, est un peu étrange. Les gens du coin ont l'air de les voir venir, et puis tout le monde est un peu bizarre. Carl commence à suspecter qu'il se passe quelque chose et doit finalement lui-même essayer de remonter le filon pour retrouver le prospecteur. Puis là, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Un commentaire juste pour mettre ça au clair. On n'est pas perdu. Je sais exactement où est-ce qu'on s'en va. Tout ça était prévu de toute façon. Alors, il n'y a pas de problème. Puis peut-être un autre commentaire, pas nécessairement en lien avec le premier. Mais les cartes, c'est bourgeois. Hein? À quoi ça sert? Il faut sentir la destination, en quelque part. Si tu sais où est-ce que tu t'en vas, si tu le sens, tu n'as pas besoin d'une carte. Il se sent quoi, là? Ça sent qu'on n'est pas loin. En tout cas, j'espère. Donc, creuse ton trou, c'est pour moi l'opportunité de raconter une histoire. Dans cette histoire-là, je veux faire essentiellement 3 choses. Je veux parler de la nordicité, explorer ce concept-là. Je veux parler de l'extractivisme, ici en prenant comme exemple celui de l'industrie minière. Puis je veux aussi explorer un lieu qui est à mi-chemin entre l'avancée de l'industrie extractive et puis une communauté qui cherche à résister à cette façon de faire. Alors, on part avec cette histoire-là qui est un peu plus mature, un peu différente hein, de ce que j'avais fait dans M9A, qui était très action, qui était très rentre-dedans, explosion, tous les chapitres ou presque. Et là, c'est un peu plus lent, c'est une enquête, c'est une anticipation. On a notre personnage, Carl, notre lobbyiste, qui doit essayer de retrouver notre prospecteur. Et puis là, il va rencontrer différents personnages, rencontrer un village qui est un peu étrange. Et ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est qu'on découvre quelque chose qui est inconnu.
on découvre un espace nordique qui, pour nous, au sud, hein, est comme imaginé. Hein? C'est un espace qui est réel, mais on n'habite pas là, on habite dans le sud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le nord? Qu'est-ce qu'on imagine que c'est? C'est quoi peut-être nos préjugés, nos stéréotypes? Mais qu'est-ce que ça représente aussi pour les gens qui habitent là? Hein? On a l'espace, on a l'immensité du territoire, on a le froid, bien sûr, on a un peu de solitude, mais on a une communauté qui vit différemment, avec un autre rythme, aussi avec peut-être d'autres valeurs, puis un rapport au territoire qui est beaucoup plus direct. Hein, pour nous, l'environnement dans le sud, ça peut être très abstrait, mais dans le nord, t'es à l'intérieur, hein, t'es vraiment dedans, donc tu vois les conséquences aussi de l'extractivisme, tu les vois, tu les vis et tu peux en être victime aussi. Donc, explorer le concept de nordicité. La nordicité, pour les géographes, c'est un concept qui est important. C'est ça à quoi on réfère souvent quand on essaie d'appréhender, de comprendre le Nord. C'est sûr que c'est fascinant pour moi parce que je viens bien sûr des Laurentides, je viens pas du Grand Nord, mais je viens géographiquement d'un endroit qui est plus au nord, qui est comme reculé. J'ai travaillé, je me suis promené un peu partout aussi au Québec, et puis cet espace-là, c'est comme une autre réalité, c'est comme coupé du reste du monde. Pourtant, quand on arrive avec des projets comme le Plan Nord, ben là, tout d'un coup, on s'intéresse au Nord, on dit « Ah, mais là, on va le développer et tout ». Puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'extractivisme, encore une fois, l'industrie minière, l'industrie forestière. On va ouvrir des chemins, mais pour qui? Hein? Pour les compagnies. Finalement, le profit va s'en retourner. Et qu'est-ce qu'on reste avec? Des coûts sociaux, économiques aussi, mais des coûts environnementaux. Tout ça a été collectivisé, puis on reste pris avec. Et c'est un peu l'histoire du Québec, finalement, à travers tout ça, qu'on réalise un peu où est-ce qu'on est rendu, pourquoi est-ce qu'on s'est rendu jusque-là, pourquoi est-ce qu'un petit village comme Saint-Just-de-le-Vaillant, qui est mon village ici, pourquoi est-ce que ce village-là aurait été même construit? Hein? Qu'est-ce qui a donné raison à la construction? Pourquoi est-ce que les gens sont là de toute façon? Alors, on explore ça. Et puis, ben, je voulais parler de l'extractivisme, de cette dimension du capitalisme, où est-ce qu'on va soutirer une ressource le plus rapidement possible, sans considérer les coûts humains, les coûts environnementaux. Et là, c'est facile de parler de tout ça, de parler de statistiques, de chiffres, puis tu sais, ça fait longtemps que je milite pour l'environnement, mais ici, c'est pas juste des statistiques, c'est vraiment la vie de personnes qui sont là, qui sont sur le territoire, c'est leur communauté. Et là, du jour au lendemain, tout ça pourrait s'envoler, tout ça pourrait être fragilisé. On a l'impression d'être abandonné, que personne ne va se préoccuper de nous, que tout ce qu'ils veulent, c'est ce qui est en dessous, hein, en dessous du sol, ce qui est en dessous de nos pieds, et qu'après, ben, on va être abandonné, on ne sera pas plus heureux, on n'aura pas une vie qui aura plus d'allure. Si ça se trouve, on va perdre beaucoup plus. Et il y a quand même quelque chose d'alléchant dans l'idée d'avoir des investissements tout d'un coup. Puis je pense que le Québec est pris dans cette situation-là à la grandeur, pris entre l'espèce de rêve, hein, de la richesse et de la prospérité et la réalité des dommages environnementaux, sociaux, économiques, de cette espèce de déstructuration-là des régions, des communautés. Et on est pris quelque part entre les deux. Et Creuse ton trou, ben, c'est ce point-là entre les deux. On a notre personnage qui se cherche, on a la communauté qui elle aussi se cherche. Les deux ont été brisés à leur façon. Et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc on est rendu? C'est le spot. En fait, c'est ce que je feel que c'est. Alors, on est probablement à la bonne place. Mais il y a juste une façon de le savoir. Qui est de? On va se creuser un trou. Ok. C'est concept. Est-ce que t'as des... Le côté de la pelle, quand il est bien limé, ce qui n'est pas le cas ici parce que je m'en suis pas bien occupé, mais si j'étais vraiment un bon forestier, j'aurais limé le côté de la pelle et après on peut s'en servir comme d'une hache pour trancher, entre autres, des racines. Fait que on va faire un beau bel accéléré, j'imagine. ça prendrait un montage. Cue le montage. Oui, comment tu te sens? Tu te sens comme une vedette? Je me sens comme un vrai colon. Dans quel sens de colon? Dans le sens de... Je creuse un trou, puis je me fais bouffer par les mouches, puis je suis pas certain de savoir pourquoi. Ah, il y a une racine. Mon processus d'écriture
pour Creuse ton trou, ça a été un effort de pousser l'analyse un peu plus loin, mais aussi de la représenter de façon la plus sentie, la plus réelle, la plus émotionnelle possible. Donc de faire vraiment une histoire qui est crédible, même s'il y a des trucs qui sont un peu farfelus, il y a des trucs qui sont même un peu parfois irréels, hein, c'est certain, il y a une certaine perte de point de repère à travers tout ça. J'essaie de tirer de témoignages de personnes que j'ai rencontrées, de personnes qui ont essayé de défendre le territoire à leur façon. J'essaie de tirer aussi de témoignages d'une génération, la génération qui vient avant nous, les baby boomers, qui ont reçu plusieurs reproches. On a dit parfois que c'était la génération qui avait détruit le monde. C'est pas la génération qui a fait la révolution tranquille, c'est celle qui est arrivée après et qui, en tout cas, pour la génération après, la Y, les milléniaux comme moi, qui sont aussi la génération un peu doom, la génération qui ne voit pas beaucoup d'avenir, qui n'ont pas l'impression que leurs conditions de vie vont s'améliorer, qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, qu'on hérite d'un paquet de problèmes économiques, environnementaux, sociaux immenses. On doit trouver des solutions, mais dans les positions de pouvoir, c'est l'autre génération qui est là. Alors, avec leur propre culture, leur propre signe, leur propre référentiel, notre personnage principal, Carl, c'est un lobbyiste, c'est un baby boomer. Il incarne un peu cette culture-là, hein, cette volonté de, t'as une job, puis t'es bon dans ta job, puis il faut que tu fasses ton chèque de paye, puis ta sécurité, puis c'est pas mal tout ce qui compte. Hein? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans ta job, on s'en fout. Tant que tu as réussi, tant que tu es un winner, que tu es comme respectable, tout est sous contrôle. Hein? Il y a pas les problèmes environnementaux, c'est comme abstrait, c'est flou, c'est plus tard. Alors, on a ce personnage-là, Carl, qui est un peu... qui vit des regrets, hein, qui est en fin de carrière, qui est un peu lui-même en conflit avec son travail. Puis on essaie de rentrer vraiment dans sa tête. Hein. On est au jeu, c'est notre narrateur, c'est lui qui parle, on est avec lui et peut-être qu'on l'aime, peut-être qu'on l'haït aussi. Carl, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement super sympathique, mais il faut voir en quelque part que c'est quelqu'un qui selon moi est vrai. C'est une fiction, mais des Carl, moi, j'en conçois, puis je crois qu'il y en a plein hein, qui cherchent comment réconcilier hein, leur travail, qu'est-ce qu'ils font avec le fait que ça cause des problèmes immenses. Alors, comment est-ce que ce conflit-là peut se vivre? Ensuite, on a évidemment tous les gens qui sont là. J'avais pas le choix de mettre des anarchistes quelque part dans le livre, c'était comme inévitable. On a une commune d'anarchistes qui ont fui la ville, qui sont vraiment en campagne, qui essayent eux-mêmes de repartir quelque chose, de vivre en accord avec leurs propres valeurs. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle W.H. Auden, poète anglais qui... fait des poèmes qui sont assez courts, des poèmes qui riment pas d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai fait de la poésie avant de faire des romans. Fait que la poésie, c'est génial pour travailler le rythme, travailler la façon dont les phrases vont débouler pour avoir un certain effet. Puis Auden est connu pour que chacun de ses poèmes se termine avec une sorte de soupir. Où est-ce qu'on a l'impression un peu de rester sur notre faim, mais que c'est un peu ça aussi, la leçon qu'on retient. Et puis, chacun des chapitres de Creuse ton trou a été conçu un peu dans cette optique-là, qu'il y a un certain soupir, il y a une réalisation, il est arrivé quelque chose, et bien sûr, on va passer à autre chose, mais on reste avec quelque chose de mordant. Donc, je pense que c'est une lecture qui est facile, qui est poignante. On ne va pas s'éterniser sur quoi que ce soit. C'est la façon que j'aime écrire, puis je pense que c'est ce qui peut rendre la chose la plus... intéressante possible, mais aussi captivante. Ouais, on va pas perdre notre temps quand même. Et voilà. Je suis pas fort que ça sonne pas comme un trésor. N'est-ce pas que c'est... Oups! Toi, je veux que je fasse le gros plan de... Fuck, on a vu la marque! Ouais, recommence-le donc encore une fois, au cas où. C'est une vieille recette de colons français qui faisait pousser le café ici au Québec. Et, dans un sac de plastique. Oui, il le faisait torréfier, après ça il le mettait dans un sac de plastique 1830
3 à peu près. Puis là, il le laissait ici dans la forêt. Puis ça donne que nous, on savait le lieu. Ça valait la peine, sauf qu'on pourra pas le boire, évidemment. C'est pas assez... c'est trop bon pour nous. On va le vendre sur les marchés internationaux, puis les profits vont aller à des multinationales enregistrées à Toronto. D'accord. Puis là, comme si rien n'était. Ah oui. Comme si de rien n'était. Comme neuf. Oui, c'est comme neuf. Ouais, ni vu ni connu. Ben bon. Les ben bon. Est-ce que mes sourcils sont corrects? Oui, je vois. Fait que là, c'est moi qui se creuse un trou parce que les écrivains sont pas supposés. Si on était capable de faire ça court, on n'écrirait pas des romans. Ouais. Puis Oh, c'était le fond de la tasse. c'est quand même gros dans les Ouais, mais j'ai déjà une grosse face avec des grosses joues. Est-ce que tu veux te présenter? Ben, j'ai peut-être moins envie de parler de moi, puis plus envie de parler du livre, je pense. Ok. Je pense que ça va de soi que les gens qui vont regarder ça, ils savent déjà je suis qui, sinon... non, je sais même pas qui lise les livres.